Hello, ravie de vous retrouver ici pour cette toute nouvelle vidéo sur l'anatomie du scénario. Avant toute chose, avant même de regarder cette vidéo, vérifiez bien que vous avez fait 3 choses. La première, c'est regarder la première vidéo de la série que je vous mets juste ici, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. La deuxième, c'est que vous avez également regardé ma vidéo sur les clichés en romance, parce que j'ai fait référence énormément à cette vidéo puisque je réécris l'histoire pleine de clichés que j'avais évoquée dans la vidéo de clichés en romance et on l'a réécrit ensemble avec la méthode de John Truby. D'ailleurs, si vous avez oublié, l'histoire, le nom de cette histoire en fait s'appelle l'éclosion. Et la troisième chose, vous avez également regardé la vidéo de May écriture et scénario sur les 7 étapes, donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Elle l'a très bien fait, donc nos vidéos vont se compléter, donc n'hésitez pas à aller la regarder aussi. Bien, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. John Truby nous dit que lorsqu'on regarde une plante pousser, ce que je ne fais personnellement pas, mais bon, nous n'allons pas juger John, eh bien on a l'impression que ça se fait dans un flux continu, que c'est organique, que ça ne s'arrête jamais. Alors que si on regarde d'encore plus près, ce que je ne fais toujours pas, mais on ne juge toujours pas John, eh bien on se rend compte que cette croissance se fait en plusieurs étapes qui sont bien distinctes. Eh bien il nous dit que l'écriture c'est pareil. C'est-à-dire que pour Truby, il y aurait 22 étapes à suivre pour écrire une histoire. Elles ne sont pas obligatoires, la plupart même sont totalement optionnelles parce qu'elles dépendent de l'histoire racontée et du genre du roman et surtout aussi de la longueur du roman. Pour une petite nouvelle par exemple, on ne va pas passer par 22 étapes et pourtant cela reste bien une histoire. Il nous dit par contre, et là nous arrivons au sujet de la vidéo, qu'il y en a 7 qui peuvent être considérées comme obligatoires si on a envie d'écrire un scénario solide et une histoire qui marche. D'ailleurs, pourquoi 7 étapes ? Tout simplement parce qu'il nous dit que ce sont les 7 étapes que l'être humain va naturellement traverser face à un problème. Nous allons voir ça ensemble. Dans ma première vidéo sur la prémisse, nous avions évoqué la transformation du personnage. Et cette transformation ne peut se faire qu'avec 2 éléments. Une faiblesse initiale et une action principale. Ici, nous allons employer le terme de faiblesse et besoin, mais c'est à peu près le même principe. La faiblesse de votre personnage, qu'elle soit morale ou psychologique, voire même qu'il ait les deux, ça on l'avait expliqué dans la vidéo sur la prémisse, est quelque chose qui l'entrave dans son quotidien et qui l'empêche de vivre une vie pleinement heureuse. Son besoin, c'est l'action principale que votre héros doit accomplir pour améliorer sa vie. C'est le fait que le besoin est souvent à l'opposé de la faiblesse qui fait que le héros va subir une transformation. Par exemple, pour le roman que nous écrivons ensemble, la faiblesse d'Anna est le fait d'être trop peu sûre d'elle-même, voire même de s'effacer au profit des autres, et finalement de ne pas vivre sa vie en tant que personne. Son besoin est de devenir une adulte capable de s'aimer, d'aimer quelqu'un d'autre, en fait de vivre ses propres émotions sans demander la permission, d'exister en quelque sorte. Sa faiblesse et son besoin étant opposés, ils vont mener vers 2 fins possibles. La première étant que Anna arrive à surmonter sa faiblesse et donc se transforme en bien, améliore sa vie et finit avec Julio. Et on a tous envie qu'elle finisse avec Julio. Voilà. La seconde est qu'elle n'y arrive pas et que cette défaite la détruise parce qu'elle aura l'impression qu'elle ne pourra jamais y arriver. Ce serait vachement triste quand même. John Truby nous dit que pour qu'une histoire soit intéressante, il ne faut pas que dès le départ, votre personnage sache quel est son besoin. Non, il faut le laisser dans l'ignorance un petit peu avec sa faiblesse, ses emmerdes et tout ça. Non, il faut qu'il ne sache pas de quoi il a vraiment besoin dans la vie pour qu'elle s'améliore. Il va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à une prise de conscience bien précise. Dans le cas de l'éclosion, Anna est prisonnière d'un jeu psychologique dans une famille instable dans laquelle son grand frère ne cesse de se placer en victime soit pour attirer l'attention d'Anna en tant que sauveur, soit pour la faire culpabiliser en tant qu'agresseur. Et donc Anna ne peut pas sortir de ce jeu. Au début de l'éclosion, Anna ne se rend pas bien compte que cette relation familiale et surtout cette relation fraternelle est malsaine et que finalement, elle n'est pas bien dans cet espace clos dans lequel elle est enfermée. Et c'est seulement au fur et à mesure de l'histoire, et au fur et à mesure qu'elle tombe amoureuse de Julio, et que leur relation se développe, qu'elle se rend compte que Julio l'aime vraiment pour qui elle est, et qu'il n'essaye pas de la manipuler comme le fait son frère. Elle comprend donc parfaitement où est sa faiblesse, et quel est son besoin. Si vous en avez la possibilité, Truby nous indique que c'est encore plus intéressant si votre héros a à la fois un besoin psychologique et un besoin moral. Pour Anna, son besoin psychologique est de retrouver une certaine estime d'elle-même, alors que son besoin moral est d'enfin
arrêter de subir son frère et de le considérer comme un adulte et de cesser de faire tout ce qu'il veut, parce que ça a des conséquences sur les autres personnes autour d'elle. Pour clôturer cette première étape, Troubi nous dit que cette faiblesse et ce besoin créent dès le début de l'histoire un problème. Et ce problème, contrairement à la faiblesse et au besoin, il est externe au personnage, donc il le voit, il sait qu'il est là, mais il ne sait pas comment le résoudre ou comment le gérer. Par exemple, pour Anna, pour l'éclosion, on pourrait faire en sorte de lui créer un problème déjà au niveau amical, donc elle sait que ses relations amicales sont compliquées, qu'elle arrive très peu à se faire des amis, et les peu de relations amicales qu'elle a sont assez néfastes, elle s'en rend un peu compte quand même, et surtout, elle n'a pas assez confiance en elle pour obtenir le job de fin d'études dont elle rêve, et elle a du mal à trouver ce travail. Donc, elle voit bien qu'il y a deux problèmes, mais elle ne sait pas comment les résoudre, ni pourquoi ils sont là. Passons maintenant à la deuxième étape, le désir. Contrairement au besoin qui est totalement inconscient pour votre héros, son désir est très palpable. C'est même la chose que le public va suivre avec lui, qu'il va chercher à atteindre tout au long de l'histoire. Ce n'est pas forcément l'objectif de sa vie entière, mais ça va être l'objectif qu'il va poursuivre tout au long de votre roman ou tout au long de votre scénario. Et c'est en voulant atteindre cet objectif, vers la fin de l'histoire, qu'il aura seulement sa prise de conscience sur quel est son véritable besoin interne. Car les deux sont liés, puisque le désir externe vient du besoin interne. L'exemple que nous donne Troubi, c'est le lion qui a faim. Donc le lion qui a faim, c'est un besoin interne et il va convoiter une antilope, c'est un désir externe. Si il obtient ce désir, il remplira ce besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le désir repose sur un objectif externe et découle d'un besoin interne. Ici, le désir d'Anna est de trouver son équilibre, mais surtout de trouver un job pour la fin de l'année. Donc elle a besoin que ses études se finissent en beauté, de trouver un travail. Son désir externe est lié au besoin interne qui est de retrouver une bonne estime d'elle-même, qui lui permettra d'avoir un bon job parce qu'elle se sera battue pour, et d'apprendre à aimer et à être aimée en retour, donc c'est-à-dire trouver son équilibre dans les relations. Nous arrivons déjà au troisième point de la vidéo, c'est celui de l'adversaire. Alors si vous le voyez comme un antagoniste qui prend plaisir à embêter votre héros et qui est une figure du mal, on va devoir réexpliquer un peu les choses. Parce qu'en réalité, cet antagoniste, cet adversaire est votre deuxième personnage le plus important après votre héros. Comme je l'avais rapidement expliqué dans ma vidéo sur les intrigues, l'adversaire est un personnage comme un autre. C'est-à-dire qu'il a des qualités, des défauts, des besoins, des problèmes, des désirs, bref, il ne fait pas les choses bêtement juste pour embêter votre héros et juste parce qu'il aime faire le mal. Il y a des personnages qui sont comme ça, on est d'accord. Par exemple, le Joker est un personnage profondément maléfique, mais pour autant, est-ce que tous les antagonistes sont comme lui? Non. Et heureusement parce que sinon ça nous ennuierait vite. Le Joker est bien parce qu'il est unique. Il y a des personnages antagonistes qui sont des adversaires du héros, qui sont parfois meilleurs que le héros. Et je vous avais cité l'exemple dans ma vidéo de La Casa des Papel, où on suit l'histoire de braqueurs et où les adversaires sont les forces du bien, puisqu'il s'agit de la police et de l'État. Revenons donc à notre antagoniste. Si son besoin est très personnel, tout comme l'est celui du héros ou de n'importe quel autre personnage, le désir de votre antagoniste doit être lié à celui de votre héros. C'est cela qui va créer du conflit. La première solution est de leur créer des désirs opposés pour, justement, créer du conflit. Par exemple, je reviens sur La Casa des Papel, l'objectif des braqueurs est de braquer la banque et l'objectif des policiers est de la sauver. Entre guillemets. Donc ils ont des désirs opposés. Si l'un réussit son désir, l'autre y échoue. Conflit. La deuxième solution, que je trouve beaucoup plus intéressante, mais bon, ça c'est un avis personnel, c'est de leur donner le même désir et de les mettre en concurrence. Là aussi, je vous avais donné l'exemple dans ma vidéo de Hunger Games. Il n'y a qu'une seule place, normalement, pour un seul survivant. Et donc, forcément, les 24 tribus sont en concurrence les uns les autres pour être le dernier survivant. Ils ont le même objectif, mais si l'un d'entre eux atteint cet objectif, c'est que les autres ont tous échoué. Dans mon exemple de l'éclosion, bien que Julio peut être considéré comme un adversaire, et ça on verra ça dans la vidéo de la semaine prochaine sur les personnages, l'adversaire principal d'Anna reste son frère. Le désir d'Oliver est de garder Anna auprès de lui, de la garder sous sa coupe, sous son contrôle, et en fait de l'empêcher d'obtenir son indépendance parce que ça signifierait la perdre. Cela pourrait être lié à une faiblesse psychologique
telles qu'une solitude profonde, un manque d'estime de lui, voire même certaines angoisses qui lui bouffent la vie, qui auraient engendré une faiblesse morale et l'auraient rendu manipulateur et prêt à gâcher la vie de sa sœur pour être sûr qu'elle ne le quitte pas. D'ailleurs, en parlant des manipulateurs, sachez que j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Si Anna réussit son émancipation, donc son désir, eh bien celui de son frère, celui d'Oliver, échoue. L'un ne peut pas vivre tant que l'autre survit. Hashtag les Harry Potter. La quatrième étape est celle du plan du héros. En effet, dans les histoires comme dans la vie, quand une personne se retrouve face à un adversaire et un objectif à atteindre, il va élaborer des stratégies ou du moins va chercher des solutions pour vaincre cet adversaire et atteindre cet objectif. Parfois ces plans sont très complexes, je pense notamment à l'Assurance to Risk ou Ocean Eleven, où les personnages sont obligés d'expliquer dans des dialogues quel est leur plan, tellement il est complexe et dur à suivre. Mais il y a certains livres ou certains films où le plan est inconscient. Par exemple, pour l'éclosion, le plan d'Anna, elle ne va pas se poser un moment et faire une stratégie sur un tableau pour savoir comment échapper à son frère. Ce serait un peu étrange. Non, elle va inconsciemment chercher à s'échapper de sa coupe, peut-être en lui mentant sur son emploi du temps pour passer du temps avec Julio ou ce genre de choses, quoi. En fait, malgré elle, elle va avoir des plans qui vont échouer, parce qu'il ne faut pas que le plan se déroule sans accroc. Il faut que forcément votre héros se retrouve face à des problèmes qui le poussent à changer de direction, à s'adapter, à revenir en arrière, en fait à revoir parfois son objectif de base parce qu'il se rend compte qu'il est trop haut. Bref, si tout se déroule sans accroc, il n'y a pas d'histoire et ce serait bien dommage. Cinquième étape, la confrontation finale. C'est une étape qui fait beaucoup débat parce que quand on pense confrontation finale, on voit tout de suite l'image de la grande bataille du Seigneur des Anneaux ou de Narnia. Et en fait, ce n'est pas ça. Certes, pour ces films, c'est ce qu'on appelle la confrontation finale. Mais toutes les histoires, en tout cas toutes les histoires avec un conflit, et clairement beaucoup d'histoires où un conflit peut être mis à part des anti-intrigues qui n'en ont pas, voire même il y en a certaines des anti-intrigues qui en ont. Donc, toutes les histoires ayant un conflit ont à un moment donné un moment où ce conflit est à son point culminant et c'est ce qu'on appelle la confrontation finale. Ce n'est pas toujours une grande bataille épique entre les forces du bien et les forces du mal, non. C'est simplement parfois une conversation, même sans acte violent, même parfois sans mots violents, mais simplement une action qui va nous montrer que le conflit est à son apogée. Cette étape est le moment le plus important pour votre personnage principal et pour son adversaire. Pour le cas de l'éclosion, cela pourrait être une simple conversation entre Anna et Oliver, son grand frère. Sauf que ce serait la conversation de trop. Parce que, arrivée à cette étape de l'histoire, Anna s'est déjà transformée, a déjà changé, a déjà pris confiance en elle, a compris ce qu'était vraiment l'amour et peut-être se serait rendu compte du jeu psychologique dans lequel elle est enfermée. Et donc cette conversation, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et où elle va se rendre compte à quel point elle est prisonnière, à quel point elle est sous l'emprise de son frère. Alors il pourrait y avoir une dispute, ou peut-être pas. Peut-être que simplement, il y aura un silence, où Anna et Oliver s'observeront. Où Oliver saura qu'il n'a plus cette emprise sur elle, où Anna le saura aussi. Peut-être quelques mots à peine échangés, elle fera son sac et elle partira. Voyez, ce n'est pas une scène de violence, ni au niveau des actes, ni verbale. Pourtant, la violence des émotions est telle, entre le personnage et son adversaire, qu'on peut parler de confrontation finale. La sixième étape est la conséquence de la cinquième. Elle peut même arriver en même temps. C'est la prise de conscience. John Truby fait une métaphore que j'aime beaucoup à ce sujet. Il dit qu'à ce moment précis de l'histoire, votre héros retire le masque derrière lequel il se cachait pour enfin oser se regarder et regarder le monde autour de lui avec la plus grande objectivité possible. C'est le moment le plus difficile pour votre héros, presque autant que la confrontation finale. Parce que être honnête envers soi-même et être honnête envers qui on est vraiment, et ainsi voir quel est son défaut, voir quelles sont ses faiblesses psychologiques et morales, ce n'est pas toujours facile. C'est à ce moment précis que votre héros découvre son besoin interne. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mon défi d'écriture si j'écrivais l'éclosion serait de rendre cette prise de conscience pas trop moralisatrice.
En fait, il ne faudrait pas que je la fasse passer par des dialogues qui mettraient les pieds dans le plat, mais par les actions d'Anna. Ici, c'est plutôt simple pour moi. Sa prise de conscience se fait en même temps que la confrontation finale. C'est le moment où elle se voit, où elle voit qui est son frère, et où elle décide de partir rejoindre Julio pour vivre une meilleure vie. Sa faiblesse psychologique est alors comblée par cette action courageuse et tournée vers son propre bonheur. Sa faiblesse morale est aussi comblée par le fait qu'elle va dire quelques derniers mots à Oliver, son grand frère, et lui expliquer qu'elle le considère enfin comme un adulte capable de se débrouiller sans elle, et qu'elle ne placera plus jamais ses désirs au-dessus de toutes les autres personnes de sa vie. Donc, au-dessus de ceux de Julio. La 7e et dernière étape de la méthode de Truby est le retour à l'équilibre. Le désir du personnage a disparu, soit parce qu'il a été comblé, soit parce qu'il s'est rendu compte qu'il était incapable de l'atteindre. Le héros s'est lui-même transformé, en bien ou en mal. Dans l'éclosion, Anna s'est libérée de l'emprise de son frère, a trouvé une relation équilibrée avec Julio et décide à la fin quel sera son avenir professionnel. On avait parlé de ce choix moral, d'ailleurs je pense que ce choix moral va évoluer, mais ça on verra ça dans la 4e vidéo sur le choix moral. Voilà, nous en avons terminé avec les 7 étapes de la structure narrative de John Truby. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur les personnages. Pour plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube, dans mes podcasts. Tous les liens sont en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!